L'Europe va-t-elle enfin se réveiller? Derrière le point d'interrogation, on sent poindre peut-être un souhait, voire une injonction, une pointe de frustration ou d'exaspération. Et c'est fondé sur trois constats. D'abord, la situation géopolitique de l'Europe qui se transforme. L'enchaînement des événements entre fin février 2025 et début mars 2025. Et enfin, les changements structurels au niveau international. Pour aborder ces trois axes, nous avons le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors les séances des rendez-vous de la géopolitique sont toujours interrogatives. Mais pourtant là on sent qu'il y a plus qu'une interrogation, il y a un angle éditorial déjà dans cette séance qui dépasse ce que vous préconisez d'habitude, c'est-à-dire l'observation des rapports de force pour en déduire des conclusions. Là on sent qu'il y a déjà une grille de lecture. Pourquoi ? En fait, vous avez raison et l'intitulé tel que j'ai souhaité le mettre en avant veut se faire l'écho de trois aspects très très importants en géopolitique à l'heure actuelle. D'abord, l'écho d'un intitulé d'un ouvrage qui aura l'avantage que de bien nous expliquer dans quelle situation réelle nous nous trouvons. Ensuite, évidemment, l'écho d'un enchaînement absolument extraordinaire d'événements entre février, la deuxième partie de février 2025 et début mars 2025. Et ces événements sont d'autant plus importants que, évidemment, ils s'inscrivent dans des dynamiques à long terme de la géopolitique, sur lesquelles, d'ailleurs, on avait souvent attiré l'attention des auditeurs qui nous font l'amitié que de nous suivre et qui non seulement s'inscrivent dans ces dynamiques, mais sont en train de les accélérer. Donc pour ces trois raisons, oui, ce titre se veut volontairement un écho qui met en exergue un certain nombre d'aspects qui semblent fondamentaux. Alors peut-être qu'on peut commencer par le titre de ce livre que vous avez évoqué. L'Europe au bois dormant. L'Europe au bois dormant est un ouvrage qui a été publié pour la première fois en France le 8 septembre 2008. Et là, tout est important. Parce qu'on voit bien que dans ce titre, qui est un ouvrage collectif, d'abord, il met spontanément en avant le fait que l'Europe s'est complètement endormie, et de surcroît depuis un très long moment ou sur un très long terme, puisque ce serait depuis au moins 2008, et je vous prie de croire que les auteurs font un constat qui en réalité s'inscrit dans un temps encore beaucoup plus long. Et il y a une chose qui est importante à préciser, c'est qu'on peut valider ce titre ou le conforter davantage à travers deux autres exemples. Il y a un autre ouvrage dont l'intitulé est assez intéressant, c'est La puissance et la faiblesse, les États-Unis et l'Europe dans le nouvel ordre mondial de Robert Kagan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été publié en février 2003, donc là, ça fait pratiquement plus de 20 ans. J'attire l'attention de nos auditeurs que ce qui est assez intéressant dans le titre, le sous-titre déjà spontanément, c'est qu'on voit bien que la puissance et la faiblesse renvoient spontanément aux États-Unis et à l'Europe, et que dans le sous-titre, on est bien en train d'évoquer le fait qu'il y a un nouvel ordre mondial. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant dans l'édition française, c'est qu'il y a carrément un bandeau dans lequel il y a une question qui est posée, qui est l'Europe et les États-Unis ont-ils encore un avenir commun ? Je réinsiste sur le fait que cet ouvrage a été publié pour l'édition française en février 2003, et là forcément on a un écho qui est exceptionnel par rapport à la situation actuelle, me semble-t-il. Et puis il y a un troisième exemple dont on peut se glorifier ou se targuer que de dire qu'il vient des séances des rendez-vous de la géopolitique précédente, puisqu'il y a une séance qu'on avait consacrée à l'alliance entre la France et l'Allemagne, France-Allemagne vers une alliance impossible. Or, c'est une séance qui a été mise en ligne sur YouTube le 9 février 2022, mais qu'on avait enregistrée et déjà mis à disposition de nos étudiants en 2021, et c'est facilement perceptible, puisque en fait, on est en train d'évoquer le départ de la dernière chancelière Angela Merkel et que les élections législatives en Allemagne sont en septembre 2021. Or, ce qui est intéressant dans la conclusion de cette séance, me semble-t-il, c'est que justement, je mets en perspective l'importance de l'alliance entre la France et l'Allemagne en m'interrogeant dans la conclusion entre la minute 29 et la minute 30 sur le fait qu'il est difficile d'imaginer que l'Europe, à plus ou moins long terme et sur des formes qui peuvent être différentes, puisse s'abstenir de réfléchir à la création d'une entité politique pour répondre à un monde dans lequel il y a de plus en plus de grandes puissances et dans lequel les dynamiques reviennent sur des logiques de relations internationales de plus en plus classiques. Trois exemples qui nous montrent bien qu'effectivement là, l'intitulé tel qu'on l'a choisi a raison que de mettre en évidence que face aux événements
qui se bousculent à l'heure actuelle. On a l'impression qu'il y a une Europe qui a été saisie parce qu'elle était dans la torpeur et parce qu'elle était dans l'inaction. Ouais, vous dites, c'est une sorte de prémisse de ce qu'on est en train de vivre déjà, ces ouvrages et ces réflexions, parce qu'il y a eu une accélération ou un enchaînement d'événements entre fin février et début mars 2025. Est-ce qu'on pourrait les énumérer déjà? Ça, quand vous dites qu'il y a un enchaînement d'événements, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on va s'efforcer effectivement, et je vous prie de croire que la liste ne va pas être facile, parce qu'on peut au moins en citer 9 sur 22 jours entre mi-février et début mars. Donc là, on se rend bien compte qu'on a affaire effectivement à des événements qui ont l'air de totalement emporter les acteurs géopolitiques et de bouleverser les logiques auxquelles on est habitué. D'abord, le mercredi 12 février 2025, on a de façon concomitante Donald Trump qui appelle Vladimir Poutine pendant 1h30 au téléphone, en lui disant qu'il souhaite mettre en place des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et on ne manquera pas d'observer que, bien sûr, c'est fait avant qu'il appelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky et sans que les Européens soient concertés auparavant. Le même jour, le secrétaire d'État à la Défense américain est à Bruxelles et devant l'ensemble des personnalités qui sont réunies, il s'empresse de dire de façon totalement assurée qu'il est hors de question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Le vendredi 14 février, on a le vice-président Vance qui fait un discours qui va frapper de stupeur l'auditoire des Européens. D'abord parce qu'il va commencer par les prendre à partie dans une formule « vous les Européens ». Donc là, on sent quand même qu'il y a une prise de distance, le moins qu'on puisse dire, qui n'a pas l'air d'être totalement, non seulement dans lesquels on ne se sent pas, comment dire, concerné, mais qui n'a pas l'air totalement amical. Et puis, il y a une phrase qui va quand même se répéter un peu comme un écho en disant dans un certain nombre de circonstances, les Américains pourraient ne plus être avec vous et ne plus être là. Donc voilà déjà pour ces 2 premiers événements. Alors dans la suite de ça, on a un sommet qui a été organisé par le président français Emmanuel Macron le lundi 17 février 2025, dans lequel il y a 8 États qui sont invités. Et on sent bien là déjà qu'il y a une logique d'urgence et d'impréparation, et auquel il faut rajouter la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN. On doit rappeler qu'ensuite, le lendemain, je ne sais pas si vous voyez déjà la vitesse des logiques et des perspectives, le lendemain, le mardi 18 février, on a une rencontre entre le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, donc Marco Rubio, et le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en Arabie Saoudite, pour mettre en place un certain nombre d'accords. Et ce qui est intéressant, j'invite nos auditeurs à s'y répertorier, quand vous allez sur le site officiel du département d'État, vous avez une synthèse qui est faite de ces discussions et dans laquelle il est clairement dit qu'on souhaite totalement résoudre les différends passés et qu'il s'agit de mettre des équipes et des organisations interministérielles pour qu'on puisse aller plus en avant. Et donc il est évoqué, c'est très important ce qu'on va être amené à dire dans la continuité de notre séance, non seulement la nécessité que de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais de surcroît, la nécessité que d'envisager d'autres aspects d'un point de vue économique ou d'un point de vue géopolitique. Donc on voit bien qu'en plus, on se projette sur une configuration qui est tout autre. Alors après, dans la continuité, on a évidemment l'altercation stupéfiante, je crois qu'a sidéré le monde entier, entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. On rappellera à cette occasion qu'une seule phrase, quand même, dans laquelle le président américain dit « soit vous signez ces accords, soit nous ne vous soutenons plus ». Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette admonestation est quand même assez virulente. Dans la continuité, on a une réunion à Londres qui est organisée par les Britanniques. Ensuite, vous avez le lundi 3 mars Donald Trump qui annonce que les États-Unis sont en train de suspendre l'aide à l'Ukraine. Puis vous avez le mardi 4 mars la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, qui annonce que dans ces conditions, les Européens vont essayer de développer 800 milliards d'euros pour essayer d'aider l'Ukraine. Et enfin, vous avez un conseil exceptionnel qui est mis en place à Bruxelles le mardi 6 mars 2025 pour essayer de réfléchir à 27 sur la possibilité géopolitique telle qu'il faut les mettre en place dans la continuité des événements. Alors là, on voit bien quand même que même si le terme est galvaudé, pour chacun de ces événements, on a affaire, de par l'amplitude qu'ils représentent, à des événements historiques, mais on voit bien qu'en plus, le fait qu'ils viennent se cumuler, c'est comme des ondes de choc répétées qui sont en train de secouer le monde géopolitique et qui forcément
mettent en évidence des logiques qui s'inscrivent sur le long terme et des dynamiques géopolitiques qui sont fondamentales. Ça me rappelle une formule d'historien disant qu'il y a des jours qui comptent en années et des années qui se comptent en jours. Et là, on a l'impression que la densité d'événements fait qu'on a un impact sur les prochaines décennies certainement. Mais qu'est-ce qu'on peut retirer comme information de cette suite d'événements? Il y a 3 logiques fondamentales qui concernent les États-Unis. Et je m'empresse de dire tout de suite que ce qui me paraît important de dire, c'est qu'il y a 2 confirmations et il y a une accélération radicale. Les termes de confirmation et d'accélération radicale me paraissent particulièrement opportuns et importants à souligner, parce qu'on voit bien que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas nouveau. Et ça permet de mieux mettre, me semble-t-il, en exergue l'importance de l'intitulé, en disant que apparemment les Européens, s'ils sont surpris, c'est qu'ils ne devaient pas être suffisamment vigilants ou attentifs, voire en train de se reposer de façon peut-être trop importante par rapport au contexte. Alors, quels sont ces 2 éléments qui seraient confirmés et puis cet élément qui serait en accélération? Alors d'abord, la confirmation, c'est les choix stratégiques américains. Et là, franchement, le moins qu'on puisse dire, je vais y revenir, c'est qu'on peut se targuer dans les rendez-vous de la géopolitique de les avoir annoncés à plusieurs reprises et depuis longtemps. Et là, il y a des choses qui sont peut-être déplaisantes à entendre pour nous, Européens, mais qui sont confirmées. Pour les États-Unis d'Amérique, la guerre en Ukraine est subalterne. Et elle est subalterne parce que les Américains considèrent que plus elle se prolonge, plus elle risque d'accaparer leurs moyens et leur attention, et de détourner ces moyens et ces attentions au détriment de la seule logique qui compte pour eux, à savoir la concurrence et la compétition avec la Chine. Et de surenchérir sur un autre aspect, si vous me permettez, c'est que non seulement ça les empêche de se concentrer sur la Chine, mais alors ce qui est encore plus interpellant, et là on sent qu'il y a une vraie continuité stratégique, c'est que tant que ce conflit se maintient en Ukraine, ça empêche les États-Unis d'Amérique de faire ce qu'ils souhaitent mettre en place depuis plusieurs mois. On le dit, on l'a évoqué quand on évoquait cette séance, rappelons-nous des enjeux géopolitiques, quels sont les objectifs réels des États-Unis d'Amérique en Ukraine, ou quand on évoquait à la fin de l'année 2024 quelles étaient les perspectives que des conflits extérieurs puissent relancer la dynamique de l'antagonisme à Taïwan entre la Chine et les États-Unis. On avait bien dit que l'objectif des Américains, c'est de désolidariser, désocler, découper cette alliance telle qu'elle a l'air de se mettre en place entre Chinois et Russes, exactement dans la perspective des théories et des dogmes d'Henry Kissinger, qui est allé à Pékin en 1971, à une époque où la Chine n'avait pas été encore reconnue par les États-Unis d'Amérique, parce que l'idée, c'était de désolidariser la Chine de l'Union soviétique qui apparaissait comme l'adversaire principal. Et aujourd'hui, on a évidemment une dynamique identique, mais avec des perspectives qui s'inversent, c'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver l'alliance avec la Russie, ou au moins, on va dire, une neutralité ou des projets avec la Russie, pour mieux isoler la Chine. Donc, quand on entend ce qu'on est en train de dire, on est totalement dans la continuité et il n'y aurait pas dû avoir de surprise. Et puis alors, il y a un autre élément qui vient se surenchérir par rapport à ça, c'est que pour les Américains, clairement dans la perspective de l'ouvrage qu'on a évoqué précédemment, l'alliance avec les Européens leur apparaît comme totalement superflue ou inutile. Pourquoi ? Parce que les Européens leur apparaissent comme une puissance faible et parce que les Européens leur apparaissent comme une puissance qui est désunie. Là aussi, c'est un adage qu'on a prêté à Henry Kissinger, même si c'en est toujours défendu. La phrase est célèbre, l'Europe, quel numéro de téléphone. Donc déjà, il y a une première confirmation, c'est une confirmation stratégique. Mais il y a une deuxième confirmation. Et cette deuxième confirmation, c'est la perspective, et ça je trouve que c'est un point que beaucoup d'observateurs rechignent à mettre en avant, voire ne veulent pas mettre en avant, parce qu'ils sont peut-être empreints d'une nostalgie dont on comprend bien qu'elle est agréable, mais qu'elle n'est plus véritable. À quoi suis-je en train de faire allusion ? Cette image des États-Unis, au-delà de l'État gendarme, qui sont empreints de Woodrow Wilson, de Franklin Roosevelt,
de même d'un certain nombre de propos du préambule de la Constitution américaine qui prétendent que les États-Unis ont un rôle tout particulier ou tout spécial à jouer pour l'avenir du monde, parce qu'ils sont censés, grâce à leur puissance et à leur grille de lecture particulière, y amener définitivement une perspective de paix. Ces États-Unis-là sont partis. Et on se retrouve avec une puissance américaine beaucoup plus dans la logique de Theodore Roosevelt, le Big Stick, y compris avec nos amis. C'est des choses qui reviennent et qui reviennent, dans lesquelles les Américains s'assument en termes de puissance, mais non seulement ils s'assument en termes de puissance, mais ils ne veulent pas que des alliances ou même des complicités qu'ils auraient pu tisser avec d'autres États puissent être des freins à ce que pourraient être leurs nouveaux enjeux stratégiques. Et ça, c'est des aspects qu'on avait mis en exergue dans les rendez-vous de la géopolitique. Notamment, je me souviens bien, je fais appel à votre mémoire, Olivier, et à celle de nos auditeurs qui nous suivent sur le temps long, quand on avait évoqué le bilan de la guerre en Afghanistan à l'occasion du départ des Américains. Parce que là, il y a plusieurs choses qui étaient intéressantes. On avait d'ailleurs fait 2 séances, ce qui est assez rare. On avait fait une première séance qui était plutôt sous l'intitulé « Est-ce que l'Afghanistan, c'est un nouveau Vietnam pour les États-Unis ?» Et puis une deuxième séance dont l'intitulé est en train là aussi de prendre un écho supplémentaire. L'Afghanistan est-elle le signe du retour de la réelle politique en géopolitique? Et quelles étaient les observations qu'on avait été amenés à faire? D'abord, que les Américains, sous le premier mandat de Trump, n'avaient pas hésité à partir au bout de 20 ans pour se faire négocier avec les talibans avec lesquels ils étaient en guerre. Et à discuter de ça au Proche-Orient sans prendre la peine de convier le gouvernement afghan que non seulement ils soutenaient, mais qu'eux-mêmes avaient mis en place. Et j'insiste sur ce point, parce que certains aujourd'hui de s'étonner que, j'ai pas dit que c'était bien ou que c'était moral, mais de s'étonner que les Américains ne convient pas l'Ukraine ou qu'ils ne tiennent pas au courant les Européens, mais j'attire votre attention sur le fait que l'Ukraine, c'est pas un combat dans lequel ils sont directement engagés. Or, contre les talibans, ils étaient directement engagés, et a priori, c'est pas ça qui les a empêchés de négocier avec eux, encore une fois, sans tenir le gouvernement afghan informé. Et encore une fois, je répète, je n'ai pas dit que c'était forcément très heureux, mais ça a été la situation. Et puis alors, dans la deuxième séance, ce qui était intéressant de consacrer à l'Afghanistan, c'est que clairement, j'évoquais la phrase de Kissinger là aussi, les États-Unis n'ont pas d'amis, les États-Unis n'ont pas d'ennemis, les États-Unis ont des intérêts. Et donc on se retrouve avec une confirmation des États-Unis qui sont totalement en train d'endosser le rôle d'une superpuissance qui assume ses intérêts. Et puis alors, il y a une accélération. Et là j'insiste, parce qu'évidemment, certains me font remarquer, oui mais attendez, là avec Donald Trump, c'est en train de revêtir une radicalité, une brutalité, franchement inégalable, qui a l'air d'être une mutation. C'est une accélération. Mais si on est objectif, qu'est-ce qu'on constate? Que la fameuse stratégie pivot en Asie, telle qu'elle a été inaugurée par Barack Obama lors de son premier mandat en 2011, c'est donc bien Barack Obama qui l'a initié, et que d'ailleurs, parmi nos auditeurs qui seraient les plus curieux, je leur conseille peut-être d'aller voir 2 intitulés des rendez-vous de la géopolitique qu'on avait mis en place là aussi, et les dates ne sont pas neutres, en 2021. Parce qu'il y a un premier intitulé composé sous une forme de question, mais la question subodorait ou suggérait le fait que donc la réponse n'allait pas de soi. Vladimir Poutine et Joe Biden sont-ils censés rester adversaires, sous-entendu sur le long terme? Et sous-entendu, on avait bien compris que dans l'optique d'une rivalité avec la Chine, la question qui se posait, et qu'on a posée à plusieurs reprises, c'est de ce point de vue-là, si on s'insère dans cette problématique et qu'on est dans le rôle des États-Unis, que fait-on de la Russie? C'est bien la question qu'on avait posée. Et d'ailleurs, de surenchérir en faisant allusion à une autre séance dans laquelle on disait les stratégies ou les relations internationales ou les choix internationaux des États-Unis vont-ils changer avec le nouveau président Joe Biden? Et donc aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on se rend bien compte qu'il y a une accélération fondamentale, mais qu'en réalité, et on l'avait dit ça dans Trump 2, vers quel monde? Il y a une accélération, une radicalité, une brutalité. Mais en réalité, on s'inscrit bien sur 2 confirmations et sur des logiques telles qu'elles étaient facilement palpables depuis longtemps. Donc on est bien en train de confirmer qu'a priori, les Européens sont surpris par des choses qui pourtant sont en place dans la géopolitique depuis un temps long.
Oui, vous l'avez dit, des logiques étaient facilement palpables depuis longtemps. Pourtant, les Européens semblent avoir été surpris. Les Européens ont été surpris. Alors, s'ils ont été surpris, on peut être surpris de leur surprise par rapport à ce que nous nous sommes dit. Et quand on regarde l'enchaînement des événements, on peut détecter justement des indices de cette surprise, eu égard à ce qui s'est passé entre février et mars. Précipitation, incohérence, cacophonie. 3 termes pour stigmatiser la situation dans laquelle les Européens semblent nous plonger entre mi-février 2025 et début mars 2025. Alors, pour prouver que ces 3 termes ne sont pas juste sévères, mais sont appropriés, peut-être que de m'en expliquer davantage, si vous le voulez bien. Précipitation. D'abord, on voit bien que c'est face à l'ensemble des événements, en particulier dont les États-Unis sont à l'initiative, que tout d'un coup, on se retrouve à Paris le 17 février à l'instigation du président de la République française Emmanuel Macron, puis qu'on se retrouve à Londres le 2 mars à l'instigation du Premier ministre britannique sur les conseils de sécurité. Mais ça met déjà une première chose en évidence, c'est que c'est un point sur lequel malheureusement on va revenir, il n'y a pas de sécurité européenne. Parce que là, il n'y a pas une organisation ou une institution pérenne qui est prête à travailler ou à réfléchir en situation d'urgence et à regrouper un certain nombre d'États selon des modalités qui sont conformes à un règlement ou à une organisation. D'ailleurs, ça nous amène immédiatement sur le deuxième terme, incohérence. Parce que là, il y a quelque chose dont je trouve que les observateurs se sont fait justement peu l'écho, si vous me permettez de reprendre cette formule. C'est que quand on regarde les présents lors de cette réunion informelle à Paris, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a 7 États de l'Union européenne. Alors, je m'empresse de préciser que, bien sûr, dans l'Union européenne, on n'est pas 7, on est 27. Qu'en plus, il y a le Royaume-Uni qui n'est plus membre de l'Union européenne, et que donc il y a la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN. Alors, ce qui est assez intéressant à préciser dans la continuité, c'est qu'à Londres, il y a 11 États de l'Union européenne, il n'y en a toujours pas 27, mais qu'en plus, il y a toujours le Royaume-Uni qui est organisateur, qui est toujours plus membre de l'Union européenne, mais qu'en plus, on y adjoint le Canada, la Norvège, qui a refusé 2 fois de rentrer dans la CE et l'Union européenne lors de 2 référendums, et le ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Donc là, on voit bien que déjà, les invités ne sont pas les mêmes, que de surcroît, tous les membres de l'Union européenne ne sont pas là, et qu'en plus, si vous me permettez de rajouter quand même quelque chose, par rapport aux événements qu'on est en train d'évoquer, et par rapport à la proximité de ce qui se passe en Ukraine, les 3 Pays-Bas ne sont pas invités, ce qui est quand même assez surprenant. Et puis après, on se retrouve avec les réunions du 6 mars, dans lesquelles, là, c'est une réunion des 27 États de l'Union européenne. Donc là, le constat est clair. C'est-à-dire qu'on est dans une incohérence qui est due à la précipitation, parce qu'on est en train d'essayer de se retrouver. D'ailleurs, les États présents lors de la première réunion qu'on a évoquée du 17 février, c'est assez intéressant, puisque globalement, on ne va pas tous les citer. Enfin, on a le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. On a bien compris que c'est les grandes puissances européennes, pas très très aimables envers les autres, entre nous soit dit d'ailleurs. Et donc on rentre dans le vieux jeu classique des relations internationales, où face à des événements dramatiques ou dans l'urgence, tout d'un coup, on a les réflexes qui se remettent en place. Et alors après, cacophonie, parce que non seulement on est dans la précipitation, et non seulement on est sur des types d'organisations dont on voit bien qu'ils sont totalement en différence par rapport aux personnes qui sont censées inviter, mais en plus on se rend bien compte que les acteurs ne sont pas d'accord entre eux, puisqu'à la sortie de la réunion le lundi 17 février, d'une part, il y a une première ministre italienne, la présidente du Conseil italien, qui dit qu'il est hors de question d'envisager quoi que ce soit hors de l'alliance transatlantique avec les États-Unis. Donc là, on sent bien quand même que c'est un peu particulier regard à tout ce qu'on vient de dire. Quant au chancelier allemand Olaf Scholz, qui sera battu 6 jours plus tard lors des élections législatives, lui il dit qu'il est hors de question d'envisager toute négociation avec la Russie, mais aussi toute intervention qui serait trop militaire ou trop péremptoire. Donc on voit bien qu'on est dans une cacophonie globale. Tout ça est en train de particulièrement montrer qu'effectivement l'Europe a l'air de sortir de sa torpeur et que l'ensemble des événements qui se sont déroulés ont l'air de l'avoir pris par surprise,
avec une majorité d'observateurs européens dont on voit bien qu'ils ont l'air d'être hébétés, à l'image des personnes qui assistaient à la conférence de Vence au Conseil de sécurité à Munich, au fur et à mesure qu'il était en train de s'exprimer. Autant de confirmations sur la justesse, me semble-t-il, de la thématique telle qu'on la développe depuis le début de cette séance. On comprend bien que les réactions liées à la surprise, que ce soit la précipitation, les incohérences ou la cacophonie, sont justement liées à cette sidération qui s'est produite. Par contre, ce qu'on a du mal à percevoir, c'est, puisqu'on avait autant d'éléments qui nous indiquaient ces changements stratégiques, pourquoi les Européens se sont-ils laissés surprendre? Qu'est-ce qui a rendu possible la surprise? En fait, depuis la fin de la guerre froide, la chute du mur le 9 novembre 1989 et le discours qui symbolise l'implosion de l'Union soviétique de Mikhail Gorbatchev du 25 décembre 1991, les Européens ont fait le choix de croire à ce rêve qui consistait à imaginer que la fin de la guerre froide, c'était la fin de la géopolitique et la fin des affrontements possibles à l'avenir. Et les Européens sont les seuls à avoir partagé ce rêve aussi longtemps et de façon aussi intense. D'ailleurs, on a un premier élément qui vient conforter cette impression. On sait bien que, Olivier, vous avez été suffisamment aimable que de m'entendre souvent répéter que c'était une sorte d'adhésion à la théorie de Francis Fukuyama, à la fin de l'histoire. Donc je la refais à nouveau puisque c'est comme une sorte d'antienne que je rabâche. D'ailleurs, c'était notre première séance, la fin de l'histoire en 2016, ce qui prouve qu'au moins on a une vraie cohérence dans les rendez-vous de la géopolitique. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me touche, c'est que depuis la brigade franco-allemande et depuis le corps européen, c'était mon sujet d'étude en mémoire, qu'est-ce que les Européens ont mis concrètement en place pour leur défense? Rien. Alors on va me trouver très sévère. Oui, il y a des organisations, des logiques, mais tout ça, ça relève beaucoup plus quand même du vœu pieux que d'instruments ou d'outils efficaces qu'on peut mettre en place de façon opérationnelle quand on est confronté à des choix stratégiques. Donc là, il y a une question qui reste complètement ouverte, c'est la défense européenne, quelle qu'en soit la forme d'ailleurs. Est-ce que les Européens vont enfin se décider à la faire? Et c'est ça le sens de la question. D'autant plus que cette question-là, il ne faut pas se méprendre. Elle ne se pose pas uniquement parce qu'il y a la guerre en Ukraine ou parce qu'on a le sentiment que les États-Unis sont en train de s'éloigner de plus en plus. Les Européens doivent définitivement se familiariser avec un monde dans lequel les Américains ne seront plus là pour assurer leur sécurité. Parce qu'on a été dans une séquence sur ces 30 dernières années, 35 dernières années, qui est totalement paradoxale dans le camp occidental. D'un côté, on a eu les États-Unis qui très rapidement ont décidé que de chercher comment accroître davantage leur puissance pour mieux asseoir la mainmise de cette superpuissance qu'ils sont et assurer la pérennité de celle-ci. Alors que pendant ce temps-là, on a le sentiment que les Européens se sont évertués à toujours plus dissoudre leur puissance, à toujours essayer de plus la remettre en cause, voire à essayer de totalement l'éradiquer pour s'inscrire dans un monde dans lequel ils considéraient qu'elle n'était plus nécessaire. Lâcheté, cécité intellectuelle en termes de compréhension de la géopolitique, incompréhension des défis, volonté peut-être plus positive que d'imaginer que son rêve serait possible, peut-être un peu de tout ça, mais en tout cas maintenant, eu égard à l'ensemble des paramètres qu'on a mis en déclinaison auparavant, une chose est certaine, le rêve non seulement montre qu'il n'est plus possible, mais celui-là montre surtout qu'il est très dangereux. Le constat est assez sombre, assez négatif, mais peut-être que dans le réveil géopolitique de l'Europe, il y a d'autres perspectives à découvrir, à ouvrir et à explorer. Non, mais en réalité, c'est une formidable chance. En réalité, c'est une formidable chance parce que voilà l'opportunité pour les Européens d'enfin se réveiller. Évidemment, c'est un réveil dont on aurait pu rêver qu'il soit plus aimable,
Le titre L'Europe au bois dormant pourrait nous laisser à suggérer effectivement que cette évolution se fasse de façon plus amicale, voire plus tendre. Or là, c'est deux chocs. Le premier choc envoyé par la Russie, qui lors de sa guerre en Ukraine est en train de réimplanter la guerre en Europe. Et puis le deuxième choc envoyé par les États-Unis, qui sont clairement en train d'instrumentaliser ce conflit, en n'obéissant qu'à leurs intérêts personnels et en laissant totalement de côté leurs alliés européens et les logiques auxquelles ils pourraient être intéressés. Donc là, maintenant, se pose cette question de savoir si oui ou non, les Européens vont-ils enfin faire le choix, sous des formes qui peuvent être multiples, que de construire une force militaire ensemble et dans la continuité, parce qu'il faudra que cette force militaire soit opérationnelle, de savoir à quelle logique de construction politique européenne ils vont aboutir, car on voit bien que l'un ne pourra pas aller sans l'autre. Alors on a beaucoup évoqué Thucydide dans le contexte des relations internationales depuis une vingtaine d'années, et on sait bien que Graham Allison a remis Thucydide en lumière à travers son célèbre concept, le piège de Thucydide, qui permet d'expliquer un petit peu les dynamiques ou les logiques ou les leviers qu'il y aurait entre les grandes puissances. Fort bien. Je vais m'approprier à mon tour Thucydide, et à l'instar d'un certain nombre d'observateurs lors de ces événements de février et de mars 2025, je vais reprendre une citation que Thucydide prête lui-même à Périclès lors d'un discours dans son célèbre ouvrage « La guerre du Péloponnèse ». Citoyens, et je serais tenté de dire en ce qui me concerne, citoyens européens, il faut choisir se reposer ou être libre. Bien Fabrice, je propose chacun d'interroger sa conscience, se reposer ou être libre, à chacun de faire son choix. Merci pour ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à vous. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro des rendez-vous de la géopolitique.